Vin Diesel a bâti un empire sur la fraternité et la famille. Mais derrière la célébrité se cache une tragédie à laquelle il ne peut échapper. Lorsque Paul Walker est décédé 2013, quelque chose à l'intérieur de Diesel s'est brisé à jamais. Il a nommé sa fille d'après Paul. Il garde une chaise vide sur chaque plateau de tournage. Chaque 30 novembre, il arrête complètement le tournage. Mais ce n'est pas le pire. Une action justice de 2023 menace de détruire tout ce qu'il a construit. Son ancienne assistante affirme que quelque chose s'est passé dans une chambre d'hôtel d'Atlanta 2010. Les avocats de Diesel se défendent, mais le mal est peut-être déjà fait. Le 18 juillet 1967, dans le comté d'Alama, Californie, un bébé nommé Mark Sinclair est venu au monde sans père inscrit sur l'acte de naissance, juste un espace vide. Sa mère, Delora, était une astrologue blanche d'origine écossaise, mais elle ne voulait pas dire qui était le père, même des années plus tard. Tout ce que Diesel a appris, c'est que la relation de ses parents aurait été illégale dans certaines régions du pays, avant 1967. Cela signifiait une chose. Son père était probablement un homme de couleur. Mais ce mystère, ce silence, est devenu une partie de ce qu'il était. Il a plaisanté une fois, disant que son identité raciale était comme le chat de Schrödinger. Ni l'un ni l'autre jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte. Mais il ne l'a jamais fait. Aujourd'hui encore, il n'a jamais fait de test ADN. Il dit qu'il ne veut pas que le mystère soit résolu. Il n'a pas grandi banlieue. Au lieu de cela, lui et son frère jumeau Hall vivaient dans un endroit étrange et résonnant appelé West Path, un ancien complexe industriel de Greenwich Village, transformé logement abordable pour artistes. C'était un labyrinthe de murs éclaboussés de peintures, de costumes extravagants, d'ascenseurs cassés et de voisins comme Miles Davis et Diane Arbus. Leur beau-père, Irving Vincent, était un metteur scène de théâtre noir, et c'est la raison pour laquelle ils sont entrés. Diesel n'était qu'un enfant. Mais l'environnement l'a façonné. À l'âge de 7 ans, Diesel et ses amis ont fait irruption dans un théâtre local avec des crayons, dans l'intention de recouvrir l'endroit de graffiti. Mais au lieu d'appeler la police, le directeur du théâtre leur a remis des scripts et des billets de 20 $, à une condition, revenir tous les jours pour les répétitions. Diesel a dit oui. La pièce s'appelait Dinosaur Door, et il jouait un gardien préhistorique sans dents de devant et avec une voix si grave qu'elle choquait les adultes. Mais l'émerveillement de l'enfance ne payait pas les factures. À 17 ans, il se battait tous les soirs. De 1944 à 1993, il a travaillé comme videur dans des clubs de Manhattan, comme Tunnel et Mars. Il ne jetait pas dehors les étudiants. Il avait affaire à des membres de gangs, des affiliés de la mafia et des trafiquants de drogue. Il a dit plus tard qu'il s'était battu des centaines de fois. Certains de ceux qui ont travaillé avec lui ont dit que c'était dans les milliers. Un hôpital près de la 11e avenue utilisait même Diesel comme surnom pour les rapports concernant un grand videur chauve. Ce surnom est resté. Vin venait du nom de famille de son beau-père, Vincent. Diesel venait de collègues qui se moquaient de son énergie inépuisable. « Tu carbures au diesel, mec ». Et ainsi, Mark Sinclair est lentement devenu Vin Diesel. Il a essayé l'université, s'est inscrit à Hunter 1987, se spécialisant en anglais. Le jour, il étudiait la littérature. La nuit, il projetait des ivrognes contre les murs des clubs et vendait des ampoules par téléphone. Mais l'école n'a pas duré. 1990, à seulement 3 crédits de l'obtention de son diplôme, il a abandonné. Il avait lu que Robert Rodriguez avait réalisé El Mariachi pour 7 000 $. Diesel s'est dit qu'il pouvait le faire aussi. Les professeurs l'ont supplié de rester. L'un d'eux lui a même envoyé un dossier de lettres de rejet avec une note « Termine tes études ». Il ne l'a pas fait. Mais des décennies plus tard, le même collège lui a décerné un doctorat honorifique, prouvant que parfois, abandonner vous mène exactement là où vous êtes censé aller. Au Tunnel Nightclub, son identité est devenue quelque chose de sacré.
Le personnel n'était pas autorisé à utiliser de vrais noms pour des raisons de sécurité. Diesel se faisait appeler Vin-D. Pas de numéro de sécurité sociale, pas d'informations personnelles sur la liste, juste le nom Diesel. Les clients pensaient que cela décrivait sa carrure. Cela ajoutait au mythe, et Diesel s'aimait sa Sam. Stanton a été emparé. Cette vie de boîte de nuit a fait de lui un fantôme quand il le voulait. Cela lui a aussi donné envie d'intimité. Même maintenant, il garde ses maisons sous des noms de société. Le besoin de rester caché a commencé là, dans ses pièces enfumées, bien avant que les caméras ne le trouvent. Son corps s'est construit plus dans les ruelles que dans les gymnases. Il n'avait pas d'entraîneur sophistiqué. Il avait des fûts et des pompes sur des sols collants. Il soulevait des barils de bière, faisait des répétitions entre les quarts de travail, passant de 75 à 93 kg le 5 ans. Ses muscles venaient de la survie, pas de la sculpture. Il s'est cassé un os de la main lors d'un combat et la transformée force serrant des balles anti-stress pendant sa convalescence. Quand Universal l'a décrit plus tard comme ressemblant à un tank de boîte de nuit, ça n'avait pas tort. Il était bâti pour l'impact bien avant les scènes d'action. Mais Hollywood n'a pas ouvert les bras. Son premier rôle à l'écran était dans Awakenings, une apparition rapide et discrète tant qu'infirmier non crédité dans un film qui a été nominé pour le meilleur film. C'était tout. Pendant les 5 années suivantes, il n'a décroché aucun rôle parlant. Il ne pouvait pas être casté. Il était trop métis pour être blanc, pas visiblement noir, pas assez latino. Personne ne savait quoi faire de lui. Les directeurs de casting lui ont dit de choisir un camp. Il ne l'a pas fait. Il a écrit à la place. Lors d'une nuit blanche, 1995, il a rédigé un scénario sur un acteur coincé entre des identités. Il l'a appelé multifacial. Il n'avait pas d'argent, alors il l'a tourné pour 3 000 $ seulement 3 jours. Il a lui-même composé la musique parce qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir. Au début, personne ne se souciait. Les premières réactions ont été froides. Il a failli arrêter le montage. Son beau-père, l'homme qui l'avait élevé, est intervenu et l'a poussé à terminer. Cette petite poussée a compté. Le film a été présenté avant-première aux archives du film d'anthologie. Puis, il est entré à Cannes. La foule a rempli la salle. Pour la première fois, l'industrie l'a vu. 1 an plus tôt, sa mère lui avait offert un livre de poche pour Noël. Il était fauché. Elle ne pouvait pas se permettre grand-chose d'autre. Le titre était « Feature Film Making at Used Car Prices » faire des longs métrages au prix des voitures d'occasion. Diesel l'a dévoré une seule fois. La leçon était simple. Arrêtez de demander la permission. Contentez-vous de faire quelque chose. Vin Diesel avait 3 000 $ sur son compte bancaire et un rêve qui ne le quittait pas. 1994, il a tout dépensé pour un court-métrage qu'il a écrit, réalisé, produit, composé et joué. 21 minutes d'ambition brute, appelé multifacial. Il l'a tourné 3 jours sans dormir, racontant l'histoire d'un acteur difficulté qui ne s'intégrait jamais vraiment, changeant toujours de voix, toujours refusé. « Nous ne savons pas dans quelle case vous mettre », disaient les directeurs de casting. Diesel connaissait trop bien ce sentiment. Il avait 27 ans, était fauché et dormait dans un lit d'auberge emprunté. Pas la section compétition, mais assez proche. Son nom est apparu sur la liste hors compétition, le genre de programme où le festival repère discrètement de nouveaux talents. Les gens ont remarqué. Ils ont chuchoté sur le prix du film. Il a coûté moins cher qu'une seule robe vue sur le tapis rouge et a murmuré à propos de ce type qui avait tout fait lui-même. Et quand les applaudissements s'en sont venus, ce n'était pas seulement par politesse. Quelqu'un de Paramount lui a tendu une carte et a murmuré 5 mots. Spielberg adorerait ça. De retour à Los Angeles, cette prophétie a pris forme. Steven Spielberg a regardé Multifacial pendant le déjeuner. 21 minutes plus tard, il ne l'a pas seulement admiré. Il a décroché le téléphone. Il a dit à son équipe de DreamWorks « Trouvez-moi ce gamin aujourd'hui ». Quelques mois plus tard, le beeper de Diesel a sonné. Le numéro provenait d'un indicatif régional 310. La voix à l'autre bout était celle de Spielberg lui-même.
Il a dit qu'il avait réécrit un rôle dans Saving Private Ryan juste pour Diesel. Et puis, il l'a doucement réprimandé. « C'est un crime que tu ne réalises pas plus. » Diesel dira plus tard que ce message vocal lui a donné l'impression de gagner un Oscar. Ce rôle réécrit est devenu Private Adrian Caparzo. Diesel n'avait que 2 scènes majeures et il était à l'écran pendant moins de 12 minutes, mais c'est tout ce qu'il a fallu. Il a joué un soldat dur et crasseux du Bronx qui essaie d'aider une petite fille française et se fait abattre pour cela. Ce n'était pas seulement de l'action. Il y a eu un moment où il serre une lettre destinée à son père. Alors que le sang coule à flot, cela a touché les gens. Les critiques ont remarqué. Spielberg a même utilisé l'une des suggestions de Diesel pour un angle de caméra spécial dans la bande-annonce finale. Un rôle minuscule s'est transformé projecteur et les offres ont commencé à affluer. Moins de 2 ans plus tard, Diesel avait décroché Pitch Black et était cité à 2 millions de dollars par film. Saving Private Ryan était sorti à l'été 1998 et a rapporté près d'un demi-milliard de dollars dans le monde entier. Il est devenu le film de guerre le plus rentable de son époque. Pour Diesel, cela a marqué une ligne dans le sable. Avant ce film, son temps d'écran combiné n'avait même pas rapporté un demi-million au box-office. Après cela, ces 3 films suivants ont rapporté plus de 500 millions de dollars combinés. Il est passé d'un inconnu à l'un des acteurs les mieux payés de Forbes seulement 4 ans. Tout cela remonte à ce court-métrage qu'il a tourné avec des cartes de crédit au maximum. Quand Universal a donné le feu vert à The Fast and the Furious 2001, il ne savait pas ce qu'il commençait. Le budget était modeste, 38 millions de dollars, et il ne s'attendait pas ça à une franchise. Diesel et Paul Walker ont ouvert le film avec un week-end choquant de 40 millions de dollars. Et au moment où il a quitté les salles, il avait gagné 4 fois son coût rien qu'aux États-Unis. Le box-office mondial a dépassé les 200 millions de dollars. Universal a réalisé trop tard qu'il n'avait pas engagé Diesel pour plus d'un film. Mais maintenant, le studio ne pouvait pas ignorer les chiffres. Un thriller de course de rue venait de créer une star de l'action à 100 millions de dollars. Alors, quand est venu le temps de la suite, ils ont offert à Diesel 25 millions de dollars pour revenir. Il a dit non. Le scénario lui semblait vide. Juste un moyen rapide de gagner de l'argent sans cœur. Il est parti. Personne ne faisait ça à l'époque. Beaucoup d'argent, pari sûr, box-office garanti. Et il a refusé. Sans Diesel, la suite a rapporté moins d'argent malgré une ouverture plus tape à l'œil. Il avait fait valoir son point. Dominic Toretto n'était pas qu'un nom. Et Diesel n'était pas que des muscles. Il voulait construire une mythologie, pas seulement conduire vite. Puis vint l'échange le plus improbable à Hollywood. 2006, il a fait une brève apparition dans Tokyo Drift. Cela a duré moins d'1 minute, mais il n'a pas demandé d'argent. Au lieu de cela, il a demandé autre chose. Tous les droits sur son personnage de science-fiction, Riddick. Il a transformé une scène de garage de 30 secondes pleine propriété d'une franchise entière. Cet échange a porté ses fruits, rapportant finalement plus de 4 milliards de dollars à travers plusieurs films. La plupart des acteurs demandaient des points. Diesel a demandé l'avenir. Au moment où Fast and Furious, le 4e film, était sorti, salle 2009, Diesel n'était pas seulement le visage de la franchise, il le produisait aussi. Son nom figurait au générique, non seulement tant que star, mais aussi tant que personne qui façonnait la vision. Il avait son mot à dire sur le casting, le scénario, même les bandes annonces. Ce film a explosé au box-office, rapportant 72 millions de dollars le week-end d'ouverture et plus de 360 millions de dollars dans le monde entier. À partir de ce moment-là, Diesel n'a pas seulement joué très tôt. Il construisait l'univers Fast. Et ça a marché, comptant uniquement les 8 films principaux où le personnage de Diesel mène l'histoire. Le box-office mondial total dépasse les 2 milliards de dollars, sans même compter les spin-offs. Cela donne une moyenne de près de 30 millions de dollars par film. Furious 7 a à lui seul dépassé le milliard de dollars
et est resté dans le top 10 mondial pendant des années. Les médias sociaux ont également joué un rôle. Diesel, avec près de 400 millions de followers sur les plateformes, a dévoilé des indices et a fait monter la pression temps réel, donnant à ses films l'impression d'être des événements mondiaux avant même leur sortie. 2012, tout a failli s'effondrer. Le troisième film Riddick était pleine production au Canada lorsque la dernière partie de son budget de 30 à 40 millions de dollars s'est soudainement volatilisée. Une caution essentielle s'est effondrée à la dernière seconde. Et sans elle, tout le plateau était danger. Des centaines de membres de l'équipe se préparaient à faire leurs bagages et à partir. Mais au lieu de laisser tout s'écrouler, Vin Diesel a pris un pari que peu d'acteurs envisageraient jamais. Il a hypothéqué sa propre maison pour sauver le film. La même maison qu'il avait achetée pour 4,7 millions de dollars 2005 est devenue une garantie pour un prêt à court terme. Si les choses ne s'arrangeaient pas rapidement, il perdrait son toit et peut-être tout le reste. Pendant près de 2 semaines, Diesel a vécu avec cette possibilité qui planait au-dessus de lui. Le temps pressait, la maison était jeu et chaque paiement manqué rapprochait la saisie. Ce qui a maintenu le rêve vie, ce n'est pas la chance. Les préventes internationales sont arrivées juste assez et Universal est intervenu avec une injection de liquidité tardive février. Mais ne vous y trompez pas, la seule raison pour laquelle les caméras ont continué à tourner est que Diesel a refusé d'abandonner. Le réalisateur David Twohy a admis plus tard que Diesel ne s'attendait jamais à investir son propre argent dans le film. Mais lorsque les banques ont gelé les fonds, il n'a pas eu le choix. Il est devenu l'investisseur d'urgence non officiel du film, avançant des millions juste pour maintenir l'électricité allumée et faire travailler les acteurs et l'équipe. Cette année de développement du scénario était jeu. S'il ne terminait pas à temps, les droits reviendraient à Universal et tout l'effort serait gaspillé. Alors, Diesel est intervenu à nouveau. Quand le jour de la paix est arrivé et que le compte séquestre du film était vide, il a viré 1,1 million de dollars de son propre compte bancaire juste pour couvrir les salaires et la nourriture. Pas de communiqué de presse tape à l'œil, pas de discours dramatique, juste une action discrète. Et quand cela s'est reproduit, il l'a refait. 3 fois au total, il a renfloué la production cas de catastrophe, mettant 3,3 millions de dollars de son propre argent pour que les gens ne perdent pas leur emploi et que les scènes coûteuses n'aient pas besoin d'être refaites à partir de zéro. Ces effets de créatures à eux seuls coûtaient 80 000 dollars par jour à refaire. Il ne se contentait pas d'économiser de l'argent, il sauvait les moyens de subsistance des gens. Mais ce n'était pas nouveau pour lui. Des années plus tôt, bien avant que Fast and Furious ne fasse de lui un nom familier, Vin Diesel jetait déjà les bases de quelque chose de plus grand. 1995, à 28 ans, il a fondé One Race Films pour protéger ses idées et posséder les personnages qu'il a fait vivre. Il ne s'agissait pas seulement d'être acteur, il s'agissait de propriété. Plus tard, il a ajouté Tygon Studios pour les adaptations de jeux et Rak Rak Records pour les droits musicaux, se transformant en un écosystème créatif autonome. C'est pourquoi il possède Riddick, c'est pourquoi il contrôle XXX, c'est pourquoi son nom apparaît sur tant de génériques. Pas seulement tant que star, mais tant qu'architecte derrière tout cela, et il est très impliqué. 2010, alors que d'autres stars foulaient ses tissus et les tapis rouges, Diesel volait classe économique vers Berlin. Ordinateur portable à la main, il a personnellement présenté Riddick à 70 acheteurs étrangers au marché européen du film. Il n'a pas envoyé d'équipe, il ne l'a pas externalisé. Il s'est présenté, a montré la bande-annonce sur un petit écran et a offert d'enregistrer des promos personnels pour chaque région. À la fin du voyage, il avait obtenu 24 millions de dollars de prévente. Cet argent est devenu la bouée de sauvetage qui a ensuite sauvé le film lorsque tout le reste s'est effondré. Il a même rapporté les contrats signés à la maison dans son sac à dos, comme un étudiant transportant ses devoirs à travers la sécurité de l'aéroport. C'est à quel point il était investi, littéralement et personnellement. Mais derrière l'action et les décisions commerciales se cachait quelque chose de plus profond.
Une amitié qui l'a façonné à jamais. Vin Diesel et Paul Walker n'étaient pas seulement des co-stars, ils étaient des frères dans tous les sens du terme. Pour ce qui aurait été le 51e anniversaire de Walker, Diesel a publié une photo de l'époque et a appelé Paul son autre moitié. Leur lien a traversé les cultures et les origines, et les fans l'ont ressenti. Ce n'était pas seulement du jeu d'acteur, c'était réel. La façon dont Diesel parlait de Walker le prouvait. Après l'accident de 2013 qui a coûté la vie à Paul, Diesel a nommé sa fille nouveau-née Pauline, disant qu'il sentait la présence de Walker dans la salle d'accouchement. Ce nom n'était pas un hommage, c'était une promesse. La fille de Walker, Meadow, est également devenue une membre de la famille. Diesel est devenu son parrain et s'est tenu à ses côtés le jour de son mariage, la conduisant à l'hôtel comme un père le ferait. Chaque fête des pères, elle l'appelle encore. À chaque première, elle se présente avec sa famille. Ce ne sont pas seulement des apparitions publiques, c'est un héritage commun. Elle signe même ses emails. MW+VF, Meadow Walker et la famille de Vin. Il y a eu un moment, le lendemain de la mort de Paul, où Diesel a rendu visite à sa mère. Il pensait qu'il allait la réconforter. Au lieu de cela, elle l'a regardé dans les yeux et a dit « Tu as perdu ton autre moitié ». Cette phrase l'a brisé. Elle a également défini tout ce qui a suivi. Chaque film Fast and Furious, depuis lors, porte un morceau de Paul. Un siège vide, un signe de tête silencieux, un nom à l'écran, et dans les coulisses, la voix de Diesel dans See You Again murmurait plus que des paroles. Elle murmurait au revoir. Et puis il y a Groot. 3 mots, c'est tout. Pourtant, ces mots ont contribué à engranger plus de 6 milliards de dollars au box-office. Guardians of the Galaxy a choqué tout le monde. Personne ne s'attendait à ce qu'un arbre parlant vole les cœurs, mais Groot l'a fait. Diesel lui a donné vie grâce à des heures de travail vocal, des centaines de prises, chacune accordée à une émotion différente. Une ligne, 50 versions, effrayée, aimante, sarcastique, et il ne l'a pas seulement fait anglais. Il a enregistré la voix de Groot dans plus de 15 langues afin que l'arbre sonne de la même manière dans tous les coins du monde. Mandarin, russe, portugais. Il a appris la phonétique de chacune, tout cela pour 3 mots. Il ne s'est pas arrêté aux salles de cinéma non plus. Diesel a fait entrer Groot dans Disney+ avec I Am Groot, un ensemble de courts-métrages qui sont devenus l'un des projets Marvel les plus regardés de tous les temps. Temp. Il a même fait de la voix de Groot dans Ralph Breaks the Internet, ce qu'aucun autre acteur de Marvel n'a fait dehors du MCU. Entre l'animation, les caméos et les films principaux, le Groot de Diesel est devenu une constante mondiale. Vin Diesel avait 40 ans lorsqu'il l'a repérée de l'autre côté de la pièce. Elle avait 24 ans, était grande, rayonnante et d'origine mexicaine. Il l'a appelée plus tard sa reine Maya. Ce n'était pas une phrase de relation publique, c'était un nom qu'il murmurait privé. Et une fois, juste une fois, il l'a laissé échapper dans un post Facebook 2014. C'est la seule photo publique d'eux ensemble qui ait jamais figuré sur son fil d'actualité. 18 ans se sont écoulés depuis cette nuit de 2007. Pas de mariage, pas de scandale, pas de gros titres désordonnés. Ils n'ont jamais joué le jeu hollywoodien, et c'est peut-être pourquoi ils sont toujours debout. Alors que la plupart des célébrités montrent chaque tranche de leur vie, Diesel a suivi un scénario complètement différent. Il l'a appelé le code de silence d'Harrison Ford, une règle transmise comme un héritage d'acteurs qui n'ont jamais vendu leur âme pour une page de tabloïd. 2006, lorsqu'on l'a interrogé sur ses relations, il a souri et a dit que le public ne saurait rien à moins qu'il ne fouille dans ses poubelles. Même la naissance de sa fille est passée inaperçue jusqu'à ce qu'il prononce son nom avec désinvolture dans un talk show. Pas de couverture de magazine, pas de photos de bébés vendus, pas de détails de mariage dévoilés dans des interviews. Lorsqu'il voyage, c'est dans des coins tranquilles d'Europe où personne ne le poursuit avec des caméras. Selon les initiés des studios, ce silence lui permet d'économiser des centaines de milliers de dollars coûts de sécurité chaque année. Mais le silence s'étend plus loin.
3 enfants, nés dans l'un des hôpitaux les plus fréquentés de Los Angeles, n'ont jamais fait sensation dans les médias. Tous accouchés sous de faux noms. Le personnel de l'hôpital a signé des accords de confidentialité. Près de 2 décennies, seulement 6 photos de famille ont été publiées publiquement. Et pourtant, ces enfants ont tranquillement trouvé leur place dans l'univers de Fast and Furious. Sa fille, Anya, a prêté sa voix à un spin-off de Netflix. Son fils, Vincent, a joué un jeune homme dans Hefner. Diesel dit qu'il a attendu d'avoir 40 ans pour avoir des enfants afin de pouvoir être le genre de père qui est réellement présent. De nos jours, ces contrats de films incluent une règle ferme. Pas de tournage les jours d'anniversaire de ses enfants. Certaines choses de la vie de Diesel sont carrément inattendues, comme l'époque où il s'est lié d'amitié avec le président de la République dominicaine. Cela a commencé lors d'un voyage de repérage 2007. 1 an plus tard, il est apparu dans une publicité de campagne parlant couramment l'espagnol et soutenant Leonel Fernandez à la télévision nationale. La publicité a été diffusée des dizaines de fois. Elle a contribué à faire basculer le vote dans la capitale. Retour, Diesel a reçu plus qu'un simple remerciement. Il a obtenu la citoyenneté honoraire et une véritable carte d'identité dominicaine. Des années plus tard, cette connexion a conduit à une fondation cinématographique et même à des allègements fiscaux qui ont ramené les retouches de Fast and Furious dans les Caraïbes. Mais sous la peau du dur à cuire, il y a quelque chose d'encore plus étrange. Diesel est un fanatique à part entière de Donjons et Dragons. Son amour pour le jeu remonte à 1942. Il transporte toujours un guide Lambeau avec des taches de café et des notes dans les marges. Lorsqu'on lui a demandé d'écrire un avant-propos pour un livre d'anniversaire de D&D, il ne s'est pas contenté de le soumettre via temps, il l'a écrit à la main. Sur le plateau, il enseigne aux acteurs comment jouer. Judi Dench a nommé son personnage D&D d'après lui, et il n'a pas encore terminé. 2024, des initiés ont confirmé qu'il propose une trilogie directe basée sur la série Dragonlance. Il veut jouer Raelin, un sorcier taciturne. C'est ce qu'il a toujours été dans les coulisses. Un type qui n'a jamais vraiment quitté la table de jeu. Mais tout comme sa vie personnelle est restée hors des projecteurs, une action justice a tout ramené dedans. Une ancienne assistante nommée Asta Johnson a déposé une plainte pour agression sexuelle à la fin de 2023. Elle dit que l'agression s'est produite 2010 lors d'un séjour à l'hôtel à Atlanta, à l'époque où Diesel tournait Fast Five. Elle dit qu'il l'a poussée sur un lit, l'a épinglée et a forcé sa main là où elle n'avait pas sa place. Puis, quelques heures plus tard, elle dit avoir été renvoyée. Pendant 13 ans, l'histoire est restée enfouie jusqu'à ce qu'une fenêtre juridique se rouvre vertu des nouvelles lois californiennes. L'équipe de Diesel appelle cela un chantage flagrant. Ils disent qu'elle l'a remercié une fois dans un SMS et qu'elle a accepté un règlement de 75 000 $ pour les salaires impayés 2011. Pourtant, les accusations les plus graves, agression sexuelle et licenciement abusif, demeurent. Le tribunal a rejeté 4 autres chefs d'accusation, mais le procès se poursuit. Diesel n'a fait aucune déclaration publique, pas même sur Instagram. Il laisse ses avocats parler pour lui. Ce silence n'est pas passé inaperçu. Universal observe attentivement, surtout après tout le chaos qui a entouré Fast X. Le réalisateur Justin Lin a quitté le plateau après seulement 5 jours de tournage. Une réunion houleuse avec Diesel et c'était tout. Lin a quitté la pièce et n'est pas revenu. Le studio s'est précipité, a interrompu la production et a brûlé des millions avant d'embaucher quelqu'un de nouveau. Le budget a explosé. La pression sur Diesel a augmenté. Les membres de l'équipe disent que ce n'était pas une explosion ponctuelle. Ils l'ont déjà vu. Ils ont un surnom pour cela, la loi de Dom. Cela signifie que les choses changent à la dernière minute, parfois sans avertissement, et cela vient généralement de lui. Et puis, il y a Paul Walker. Diesel n'a jamais vraiment lâché prise. Pour le 51e anniversaire de Walker, il a publié une photo de course, légendée comme une lettre à un frère perdu. Cela a brisé les cœurs. A obtenu près de 5 millions de likes une journée.
Il s'est assuré que la saga Fast maintienne le personnage de Walker V. Pas de mort hors écran, pas de scène de funérailles, juste des souvenirs figés dans le temps. Il y a même un flashback profond faux dans le nouveau film avec la bénédiction de la famille. Chaque année, le 30 novembre, le jour de la mort de Paul, Diesel interrompt le tournage, même si cela coûte des milliers de dollars, même si cela perturbe le calendrier. Il garde la chaise vide de Walker sur le plateau comme s'il pouvait revenir. Et c'est Vin Diesel, un homme dont la renommée est plus grande que la plupart, mais dont la vie est vécue dans l'ombre. Il garde sa famille proche, ses critiques silencieux et ses secrets plus serrés que la plupart des coffres-forts d'Hollywood. Pourtant, parfois, même les secrets les plus serrés passent entre les mailles du filet.